démarrer cette conférence, je voulais vous raconter une histoire. Parce que moi, j'aime bien les histoires. Je pense que tout le monde est friand d'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui habitait le centre-ville d'une petite ville de province. Et puis, dans le salon de ses parents, en fait, elle avait accès au centre-ville. C'est une place où on croisait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui se croisaient ici, les journées, le soir, etc. Elle passait beaucoup de temps. Alors là, on ne voit pas, mais au-dessus d'un radiateur, perchée sur un radiateur pour regarder les gens. Et elle se disait, mais tiens, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va? Il a l'air pressé, etc. En fait, cette petite fille, elle s'intéressait vraiment à la psychologie des gens. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Quels sont leurs états d'esprit, etc. Donc, elle passait, pour essayer de comprendre ça, elle passait des heures à regarder comme ça les gens passer. Et puis, de fil en aiguille, donc, elle a fait des études de psychologie. Et puis, elle est rentrée dans un laboratoire de psychologie cognitive appliquée aux nouvelles technologies. Et là, elle a commencé à travailler. Donc, elle a fait des recherches appliquées, notamment beaucoup dans les télécoms. Et puis, elle a fini par faire un doctorat et faire un petit peu de recherche voilà, auprès de France Télécom, Télécom Paris Tech. Et puis ensuite, elle a travaillé dans une start-up et puis ensuite en tant que consultante. Donc certains l'auront peut-être deviné, en fait, cette petite fille, donc c'est moi, là au milieu des années 80. Voilà, pour vous résumer un petit peu, me présenter un petit peu, puis vous résumer un petit peu mon parcours. Et ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect psychologique qui est la couleur, la coloration voilà, des concepts que je peux porter. Donc les fondamentaux de la psychologie numérique pour UX designer. En fait, je voulais défendre 4 idées. 4 idées dans cette conférence. Bon, comme vous le savez peut-être, j'ai écrit un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Erol et qui s'appelle 33 bonnes pratiques en UX design. Mais je ne voulais pas faire une série de... voilà, je ne voulais pas reprendre ce qu'il y avait dans mon bouquin, parce que si ça vous intéresse, ben, vous le lisez. Donc là, vraiment, je voulais reprendre en fait 4 affirmations qui, pour moi, sont vraiment fondatrices. Et je pense que c'est des choses pour les designers qui sont vraiment importantes. Déjà, c'est l'idée que même si on essaye de designer une expérience qui soit bonne pour toutes, pour tous, en fait, l'interprétation du monde, elle est différente pour chacun. Donc ça, déjà, il y a un paradoxe. On verra comment on peut le traiter par la suite. L'interprétation, donc, il est différent pour tout le monde. Et en plus, il évolue dans le temps. On n'a pas la même psychologie, la même façon de penser, les mêmes raisonnements, même la même perception qu'il y a 10 ans ou que dans 10 ans. Donc, je vous donne un exemple. On a une colombe comme ça qui arrive près d'un groupe de personnes. Et puis, on peut avoir le poète qui va se rappeler un vers de Victor Hugo. « La vie est une fleur, l'amour en est le miel. C'est la colombe unie à l'aigle dans le ciel. » Voilà, c'est très joli. On a le penseur, lui, il va réfléchir, il va se rappeler une phrase de Malcolm X. « Vous ne pouvez séparer la paix de la liberté, car nul ne peut être en paix tant qu'il n'est pas en liberté. » Et puis, vous avez le fan de chasse qui va se dire « Oh, bah, vivement l'ouverture de la chasse, tiens. » Voilà, tout ça pour illustrer de manière un peu caricaturale, mais on a tous nos préoccupations, on a tous voilà, des raisonnements qui vont être du coup différents. Donc, quand on design des interfaces, mais je vais parler plus largement, parce que moi, je n'aime pas être restreint aux interfaces forcément, puisqu'il y a les objets connectés, la réalité virtuelle, il y a plein de choses. Mais finalement, en fait, on s'adresse à des personnes qui ont des préoccupations qui vont être différentes. Et en fait, là, je voudrais vous montrer que même la perception, en fait, est influencée par ce qu'on a dans le cerveau. Alors, je vais prendre un exemple qui est assez parlant, qui est l'exemple de l'œil, en fait, de la vision. Donc, la vision, c'est un des sens qui est le plus utile pour nous, pour la plupart des gens en tout cas, qui nous permet de nous déplacer, de percevoir le monde.
Voilà, ça c'est la coupe d'un œil. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, vous avez la lumière, les images qui vont arriver au niveau de la pupille et qui vont se projeter sur la rétine. Ensuite, sur cette rétine, on va avoir des nerfs optiques qui vont capter l'information, qui vont capter la lumière et qui vont la retransmettre au cerveau. Alors si on va plus loin, donc on a les yeux en haut, on a les nerfs optiques qui arrivent et grosso modo on a le corps genouillé latéral qui est une sorte de relais en fait dans le cerveau qui permet de retransmettre les informations. Ensuite, ça va arriver au cortex visuel, donc vraiment à l'arrière du crâne pour traiter les différentes informations et voir ce qu'on en fait. Quand, par exemple, il y a la perception d'un danger, c'est très rapide, on perçoit le danger et on y réagit. Donc là, c'est le cortex visuel qui va envoyer des signaux d'alerte aux différentes zones du cerveau. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a un tas de zones du cerveau qui vont faire des feedbacks au corps genouillé latéral. Et notamment le cortex visuel qui va, en même temps qu'il est en train d'élaborer l'image qu'on est en train de voir, il va renvoyer en fait, des informations au corps genouillé latéral. Et ce qui est vraiment impressionnant de se rendre compte, c'est que finalement, 80% des informations qu'on va recevoir quand on va élaborer une image, en fait, viennent du cerveau lui-même. On a 20% des informations qui proviennent de la rétine et qui ne sont pas filtrées par le cerveau. Je pense que ça vous est arrivé à tous d'avoir quelque chose en tête et de lire, en fait, de faire un espèce de bug visuel, de lire un mot qui n'était pas celui qui était réellement écrit parce que vous aviez en tête quelque chose de précis à ce moment-là. En fait, c'est grâce ou à cause de ce fonctionnement. En tout cas, même la perception, les sensations, les perceptions sont déjà guidées par ce qu'on a en tête et sont déjà du raisonnement. Donc, en plus des perceptions, on a l'interprétation du monde qui va différer. Donc, vous voyez en quoi, finalement, il peut y avoir des ambiguïtés entre l'utilisateur et puis ce que le concepteur a conçu. Donc finalement, on peut dire que l'utilisateur fait des erreurs. Oui, il fait des erreurs, c'est-à-dire il utilise de manière différente, il a un usage qui va être différent de ce que le concepteur a prévu, mais en fait, c'est tout à fait normal. Donc c'est cette situation qui n'est pas normale, c'est là vous avez... En fait, on va dire que c'est lors d'un test utilisateur. Donc, vous avez l'utilisateur qui va avoir un certain usage, et puis vous allez avoir le concepteur qui s'énerve parce qu'il dit « mais non, mais c'est pas comme ça qu'on doit utiliser mon logiciel, par exemple ». Donc moi, je dis tout le temps « ça, non, c'est une situation qui n'est pas possible ». Mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas correct? C'est parce que, en fait, le concepteur pense qu'il y a une manière d'utiliser un objet, un système, on va parler de service, la façon dont il a envisagé les choses. Sauf que dans la réalité, en fait, on a le concepteur et on a l'utilisateur. Le concepteur, lui, va anticiper, il va fantasmer l'usage, il va prévoir l'usage, qui va calquer souvent sur son propre usage. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup de concepteurs qui pensent avoir un certain usage, mais qui, en fait, si on les met face à une interface, ne vont pas forcément réussir parce qu'eux, ils sont le nez dans le guidon, ils conçoivent leurs interfaces, mais ils ne voient pas, en fait, ils n'ont pas le recul suffisant pour se dire, finalement, en fait, ce bouton, on ne le voit pas ou on ne comprend pas les choses de la bonne manière. Et puis l'utilisateur, lui, il va transposer les usages, il a sa propre logique aussi. Il utilise certains outils qui vont avoir un impact en fait sur ses représentations. Il va détourner l'usage aussi, et puis il va éventuellement abandonner.
Donc pour rajouter une petite couche sur ces concepts, voilà, on peut résumer les choses comme ça. Voici l'usage prévu par le concepteur. Et puis voici les usages réels. Donc par exemple, on va avoir quelqu'un qui est dérangé par son téléphone toutes les 3 à 5 minutes et qui du coup a du mal par conséquent à se concentrer voilà, sur ce qu'il a à faire. On va avoir quelqu'un qui est au volant par exemple, on va avoir quelqu'un qui est dans les transports en commun. Qui va être sollicité par un tas de stimuli par ailleurs. Et puis vous avez une personne qui a 5 à 10 applications ouvertes et qui switch de l'une à l'autre. Vous avez des gens qui sont en réunion et puis qui ont une oreille sur la réunion et une oreille sur votre produit ou votre service. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu, mais je trouve que ça illustre bien en fait la distinction entre l'usage prévu et puis l'usage réel. Donc finalement, l'utilisateur fait des erreurs et c'est normal. Et moi, je préfère dire qu'en tant que designer, on ne peut pas se permettre de dire que l'utilisateur fait des erreurs. Ce que je préfère entendre, c'est que l'utilisateur, lui, il interprète le monde d'une certaine manière selon une grille de lecture qui lui est propre. Donc, si je résume ce qu'on vient de se dire, c'est qu'en fait, dès nos perceptions sensorielles et notre interprétation du monde, elles sont singulières. Les utilisateurs vont générer des usages qui sont non prévus par les concepteurs et c'est quelque chose de totalement normal. Et en fait, c'est aux concepteurs, aux designers et à l'équipe de conception de s'adapter pour proposer la meilleure expérience utilisateur. Mais finalement, quand on a dit ça ne répond pas à la question. Finalement, on a plus de questions que c'est quoi l'expérience utilisateur. On a plus de questions que de réponses une fois qu'on a dit ce que je viens de vous expliquer. Donc finalement, comment on peut résumer l'origine du monde cognitif? Finalement, un logiciel, l'interaction avec un service en général passe beaucoup par le cognitif. Donc le cognitif, ça va être l'attention, la mémorisation, le raisonnement. Donc quelle est l'origine du monde cognitif? Alors, on peut se poser la question, comment en fait l'utilisateur va faire pour connaître son monde, pour s'approprier un service? On parle souvent de service intuitif. Vas-y, maquette-moi un service intuitif. Ok, mais on fait ça comment? Moi, j'aime bien penser à la boucle sensorimotrice. En fait, c'est vraiment la base. Si on regarde en biologie, même les monocellules, les organismes monocellulaires, en fait, ont ce système de connaissance du monde. En fait, on perçoit l'environnement avec les sens qu'on a à disposition. Et puis, en fonction de la perception du monde, on va imaginer ces mondes, on va agir sur le monde et puis après, on va percevoir en fait ce qui s'est passé par rapport à cette action. Si vous prenez un bébé, par exemple, au début, il essaye d'attraper des objets. Puis au début, en fait, il n'y arrive pas parce qu'il ne tend pas le bras correctement. Il pense que l'objet est accessible. En fait, il est à l'autre bout de la pièce. Voilà. Et donc, c'est en essayant d'attraper l'objet que finalement, il va se rendre compte que des fois, il y arrive, des fois, il n'y arrive pas. Et créer des règles comme ça qui va faire qu'il va penser le monde et il va se dire, ah oui, effectivement, si l'objet est là-bas, je ne vais pas essayer de l'attraper parce que ça ne va pas être possible. Donc finalement, pensez à ça pour votre service. C'est qu'est-ce que perçoit l'utilisateur, qu'est-ce qu'il perçoit au début de l'interaction. Il ne connaît pas du tout de votre service. Il arrive sur votre service. Qu'est-ce qu'il perçoit en premier? Et qu'est-ce qu'il perçoit ensuite quand il a utilisé plusieurs fois, quand il est expert, etc. Et quelles actions il va pouvoir faire et quels sont les feedbacks aussi. Ça, c'est hyper important, les feedbacks que votre service va renvoyer qui permettent en fait à l'utilisateur de se créer des modèles qui sont conformes à ce qui se passe. Si je prends l'analogie avec une voiture, en fait, on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement d'un moteur pour conduire la voiture. Par contre, on a besoin de savoir quels sont les signaux auxquels il faut faire attention. On a besoin, par exemple, de savoir qu'il faut vérifier l'huile de temps en temps ou regarder sur le tableau de bord s'il reste assez d'huile. Il y a des choses comme ça, il faut vraiment
avoir quelques indicateurs pour conduire une voiture, alors qu'en fait, la voiture, c'est assez compliqué, c'est assez complexe en termes de conception, mais l'utilisateur n'a pas besoin de tout connaître. Par contre, il va beaucoup utiliser l'essai-erreur comme ça, s'il n'a pas vraiment des évidences. Et donc, je voulais vous parler aussi de la théorie de l'action de Norman. Vous connaissez peut-être ce modèle-là. En fait, c'est exactement le même principe que la boucle sensorimotrice. C'est vraiment l'idée qu'on a un système, on va percevoir ce qui vient du système, du service, on va l'interpréter, on va l'évaluer, et tout ça, c'est en fonction évidemment des expériences antérieures, des autres interactions avec les autres systèmes. On va se créer des règles. Ensuite, on va élaborer un but, donc des intentions. On va spécifier la suite d'actions. Si je fais ça, ça et ça, il va se passer ça. J'exécute et ensuite, on regarde ce qui se passe au travers du système. On perçoit le résultat de l'action, etc., etc. En fait, c'est infini. Donc, ce qui est intéressant de regarder aussi sont les modèles mentaux. Bien sûr, on n'est pas vierge de tout, en fait, quand on arrive sur un service. En fait, on ne va pas juste scanner à tout l'écran et puis se dire qu'est-ce que je peux faire, quelles sont toutes les actions que je peux réaliser, etc. Non, si on est sur un site de e-commerce, forcément, et qu'on veut acheter quelque chose, eh ben, on va regarder les fiches produits, on va regarder éventuellement les caractéristiques techniques et puis on va chercher à mettre le produit dans le panier. Voilà, c'est les conceptions qui sont communes. Et ça, en fait, on parle de modèles mentaux quand on a en fait des événements qui peuvent être sont des règles en fait qui permettent de simuler mentalement en fait l'environnement, ce qui se passe dans l'environnement, donc les phénomènes qui peuvent arriver et qui permettent d'anticiper l'action. Donc si j'appuie sur le bouton vert acheter, eh ben, ça va mettre dans un panier mon produit et je vais pouvoir le commander. Je voulais vous montrer aussi un exemple, alors là, plus concret, sur comment un modèle mental va pouvoir impacter de manière négative l'usage d'un service. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est le bandeau de réservation du site SNCF. Donc j'ai pris vraiment ce qui nous intéressait. Donc en fait, on doit mettre la ville de départ, la ville d'arrivée, si on fait un aller simple ou un aller-retour, et puis à quel jour on veut partir, quel jour on veut revenir éventuellement, et puis l'heure à laquelle on veut partir. Et puis hop, on appuie sur rechercher, normalement, il nous donne tous les trains. Et donc là, c'était lors d'un test utilisateur. Donc j'observais quelqu'un réserver un billet de train. Bon, c'était un peu plus complexe que ça. Je voulais lui demander de réserver un billet de train, mais il y avait aussi une réservation d'hôtel à faire. Elle avait un certain budget. Il y avait des contraintes comme ça. Et en fait, elle est restée bloquée 5 minutes et elle ne savait pas quoi faire. Alors du coup, moi sur le coup, je ne comprenais pas ce qui lui arrivait, pourquoi elle n'arrivait pas à répondre finalement à ce formulaire qui est somme toute très simple. Et ensuite, en discutant avec elle, je me suis rendu compte, elle m'a dit qu'elle utilisait beaucoup les interfaces de transport en commun. Et donc là, j'ai pris l'interface de la RATP, mais j'aurais pu prendre la TAN ou d'autres, où vous avez pareil en fait le lieu de départ ou la station, le lieu d'arrivée. Et par contre, là, en fait, la différence, c'est que vous pouvez dire « je veux arriver avant 19h pour être à la conférence avant 19h ». Ce qui n'est pas possible dans l'interface de train. Et en fait, elle a bugué à cause de ça parce qu'elle pensait que l'horaire en bas, le deuxième horaire, c'était arriver avant, alors là, en l'occurrence, c'est minuit, mais en même temps, c'était marqué retour, donc elle ne comprenait pas. En fait, simplement, l'interface n'est pas compliquée. Par contre, en fait, c'est le modèle mental qu'elle a calqué sur cette interface qui faisait qu'en fait, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle n'arrivait pas à se mettre vraiment dans cette
dans ce truc de se dire, c'est un aller-retour, et en fait, je veux mettre la date de retour. Voilà. Pour elle, c'était vraiment la date d'arrivée. Je vais arriver avant tel jour, avant telle heure. Donc, vous voyez comment, finalement, en fait, les modèles mentaux, ils peuvent faciliter en fait, l'interaction, mais là, en l'occurrence, comment ils peuvent empêcher l'interaction. Et finalement, une interface qui est assez simple peut quand même, malgré tout, générer des incompréhensions et des choses qui sont pas très claires. Donc, dans cette deuxième partie, ce que je voulais vous montrer, c'est ma deuxième grande affirmation, c'est qu'à la base de toute interaction, en fait, on peut penser l'interaction entre un humain et un système avec la boucle sensorimotrice. Et regardez, notamment quand on fait des tests utilisateurs, les choses de cette manière. Qu'est-ce que perçoit la personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce qu'elle perçoit comme information en retour? Comment l'interface se transforme et elle va en retirer des règles d'interaction pour agir. Et puis ensuite, c'est enrichi aussi des modèles mentaux. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une notion qui est assez intéressante de se dire quels sont les modèles mentaux qui guident l'action de nos utilisateurs au travers de nos services. Donc tout ça, c'est très bien, mais je voulais aussi vous parler de quelque chose qui me semble vraiment à la base de toute interaction, qui est l'attention. Donc parfois, ça arrive que l'utilisateur ne voit pas un bouton, par exemple. Alors là, j'ai pris un cas extrême, on l'a mis en gros énorme, avec attention, avec un curseur. Là, s'il ne voit pas le bouton, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a que ça. Mais c'est un peu pour forcer le trait, pour exagérer. Mais parfois, il arrive effectivement que sur des interfaces, quand on les teste, on se rend compte qu'en fait, les utilisateurs ne voient pas certains boutons, certains éléments. Ça leur passe complètement au-dessus et ils n'arrivent pas à percevoir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un contexte qui fait que ils vont chercher un bouton à un autre endroit, ou alors ils ne lisent pas. Les utilisateurs, vous savez bien, ne lisent pas les interfaces, ne lisent pas les intitulés. Et donc, ce qui est hyper important, c'est de se dire, en fait, l'attention, c'est vraiment quelque chose de fondateur. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo. Alors, hop. Je vous demande un petit instant. Qui teste l'attention, justement. Alors, c'est une vidéo en anglais, je ne sais pas si vous aurez le son, mais l'idée, c'est de repérer ce qui change dans la scène. Non, mais ce n'est pas grave si on n'a pas le son. Donc là, c'est l'histoire d'un meurtre et on se demande qui a tué le colonel Moutarde. Et c'est la vieille dame qui est accusée. Voilà. Et là, il vous demande, est-ce que vous avez vu les 21 changements qui ont eu lieu dans la scène? Vous en avez vu combien? 2. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'ils ne sont pas évidents. Même le mort est différent. Bon, voilà.
Du coup, c'est vraiment, ça me permet d'illustrer le fait que l'attention, c'est quelque chose de vraiment fragile. Il y a pas mal d'indices qui permettent de vérifier ça. Justement, les magiciens jouent beaucoup là-dessus, hein, sur l'attention. Ils focalisent votre attention sur les cartes, par exemple, et puis vous piquent votre montre. Ça, c'est un autre exemple que je voulais vous montrer aussi, de fonctionnalité clé qui est peu visible, qui est assez marquant parce que c'est une petite application d'envoi de carte postale à partir de ces photos. Et moi, je trouve ça hyper sympa d'envoyer une carte postale avec des photos personnelles quand on est en vacances plutôt qu'une carte postale générique. Donc là, en fait, on crée la carte postale, on prend une image ici de son répertoire photo. Et puis là, en fait, moi, je voulais la mettre en format portrait. J'avais ma photo, je voulais la tourner. Alors, donc, j'ai essayé, voilà, ça marchait. En fait, je pouvais la zoomer, dézoomer, la bouger de façon horizontale. Mais impossible, en fait, de trouver la manière de tourner cette photo. Et en fait, ici, en cliquant à l'extérieur de la photo, vous avez une petite flèche. Mais du coup, moi, je ne l'ai jamais vue. J'ai écrit au service client parce que je ne trouvais pas la photo. Et c'était un moment où je voulais vraiment envoyer une photo en mode portrait. Et donc, finalement, en fait, c'est une fonctionnalité qui est assez clé, le fait de pouvoir choisir sa photo, on la met en mode portrait parce qu'elle est mieux, ou en mode paysage. Mais c'est hyper discret. En fait, finalement, il faut sortir de la zone de travail pour avoir une petite icône qui est hyper discrète. Parce qu'on pourrait se dire que tant qu'à sortir de la zone, qu'elle soit bien grosse. Et puis en plus, on interagit de façon digitale, donc de manière horizontale, mais on ne peut pas tourner l'image. Donc ça, c'est assez bizarre. On peut monter la photo aussi, mais pas la tourner. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez peu évident. Donc voilà, troisième grande idée que je voulais vous transmettre ce soir. À l'origine de toute prise d'information dans le monde, on a l'attention, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Comment on focalise l'attention de ses utilisateurs. Donc je suis sympa, je vous ai donné quand même quelques petits trucs. Donc c'est bien sûr, il faut des interfaces qui vont être simples et lisibles. En fait, c'est toujours facile à dire et moins facile à faire. Vous avez quelques petites règles aussi de composition. Donc, je vous ai mis des exemples là de la Gestalt sur la loi de la proximité. C'est sûr que si vous avez des paquets d'informations, un espace entre deux et un autre paquet d'informations, là, on va distinguer tout de suite sur l'organisation d'un écran, en fait, qu'il y a plusieurs paquets, on va se dire ça doit être des regroupements d'informations. Si par exemple vous prenez un journal en ligne, le Times, le Monde, etc., en fait il y a énormément d'informations. Eux, ils ne peuvent pas mettre 3 phrases, c'est pas l'objectif. Mais par contre, en fait, ils utilisent beaucoup cette manière de regrouper les informations et de les séparer en même temps en paquets d'informations pour qu'en fait on se retrouve, on sait que par exemple là c'est les articles culture, là c'est les articles sport, etc. Donc on va guider vraiment le regard des utilisateurs. Il y a la loi de la similarité aussi. Donc en fait c'est en bas, vous voyez qu'il y a des petites pastilles de différentes couleurs. Si je vous dis focalisez votre attention sur les pastilles violettes, et bien là, vous allez toutes les voir en fait d'un seul coup, même si elles vont être réparties dans l'environnement. Donc c'est la FNAC qui faisait ça à un moment, je ne sais plus s'ils le font encore, mais pour leurs produits qui ne sont pas encore commercialisés mais qui sont en pré-vente, ils avaient un bouton noir en fait à la place du bouton vert au niveau des fiches produits. Et du coup, en fait, on pouvait voir si on voulait vraiment un produit qui est disponible tout de suite. Assez simplement, en fait, on voyait que c'était le bouton vert qui correspondait à la fiche. Et en fait, on voyait tout de suite, même si on ne savait pas au départ,
ce que ça voulait dire. On voyait qu'il y avait des boutons noirs, des boutons verts. On se disait, il y a forcément un truc. Et après, il suffisait de lire sur le bouton pour voir qu'en fait, c'était en précommande. Guider le regard. Donc là, j'ai un autre exemple à vous montrer. C'est toujours sympa de montrer des exemples qui fonctionnent bien aussi. Donc là, c'est un bloc d'architecture. Je trouve qu'il est assez bien fait au niveau de la composition. On voit bien, il y a des articles sur le côté et puis il y a un article principal. À chaque fois, il y a une image et puis il y a un peu de texte, donc ça donne quand même envie de lire. Mais je trouve que les sections sont bien identifiées, aussi grâce à l'épaisseur des traits et puis à un design qui va être assez épuré. Voilà, on a le fait aussi d'utiliser la divulgation progressive. Donc ça, et puis le séquençage des informations. Donc pour le séquençage des informations, je vous ai montré un exemple là juste en dessous, qui est celui de Blablacar. Donc quand on publie une annonce pour proposer un trajet en voiture, en covoiturage, et déjà on détermine l'itinéraire. Donc ce qu'eux ont fait, je trouve ça pas mal, c'est là en fait on a en 1 votre itinéraire, donc on va renseigner d'où on part, où on va, etc. Et ensuite, on a l'étape d'après. Donc, plutôt que de se dire on a 15 étapes encore à remplir, là, on a juste l'étape d'après. Donc, ça motive, on se dit, en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations à remplir. En tout cas, on ne prend pas peur parce qu'il y a 15 étapes. Et l'étape actuelle, elle est finalement assez light. Et puis, pour la divulgation progressive, je vais vous montrer un exemple que je trouve pas mal aussi. Donc là, c'est une plateforme de formation en ligne. Et on arrive sur leur site, finalement, en fait, ils mettent juste l'objectif, qu'est-ce qu'ils vendent. Donc ça, c'est pas mal, parce que des fois, il y a des sites, par exemple, les cabinets de conseil, ils sont assez forts pour ça. Vous allez sur le cabinet de conseil, vous faites 3-4 pages, et au bout de 3-4 pages, vous ne savez toujours pas en quoi ils font du conseil. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'ils peuvent vous aider à créer votre propre plateforme de formation, hop, après, ils commencent à rentrer dans les fonctionnalités, mais tranquillement, quoi. C'est-à-dire qu'on peut créer, on peut éditer, on peut organiser, et puis en fait, on voit que c'est assez facile sur le côté. Et puis on continue, et voilà. En fait, tout est comme ça, ce sont vraiment des interfaces qui sont hyper simples, hyper épurées. On a un titre, un petit commentaire explicatif, et puis un exemple. Et donc, tout de suite, en fait, l'utilisateur, il est focalisé sur les informations qui ont vraiment du sens. Et puis, en fait, s'il a envie d'informations supplémentaires, il continue, etc. Donc, je trouve cet exemple assez intéressant. Et puis, on parlait beaucoup, il y a quelques années, de la règle des 3 clics. En fait, moi, je voulais vous montrer aussi que c'est une fausse légende, parce que je vais vous montrer ça avec un exemple assez concret. Si je vous dis, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez, il doit y avoir un gâteau à la vanille, un éclair à la fraise et un gâteau au chocolat avec des fraises. Bon, si vous avez le choix entre 3 desserts, vous allez assez rapidement vous positionner. Par contre, si je vous montre cet étal et qu'il y a une quinzaine de desserts à choisir, là, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est vrai que j'aime bien quand même la tarte au citron meringuée, mais un petit éclair au chocolat, ça peut être sympa aussi. Et là, vous allez hésiter, vous allez en fait regarder chaque choix par rapport aux autres, etc. Si vous en avez 3, déjà, vous n'aimez pas le chocolat, mais il reste l'éclair et puis les gâteaux à la vanille. Donc ça, c'est la loi de Hick. En fait, plus on a de choix, plus on met de temps à choisir. Donc en fait, il faut mieux, quand on a plusieurs choix à demander à l'utilisateur, il faut mieux lui présenter plusieurs écrans et lui demander de choisir entre 3 choix à chaque fois, par exemple. Et il va aller beaucoup plus vite que si vous lui proposez la quinzaine de choix différents dès le départ. Donc voilà, à l'origine de toute prise d'information dans le monde, il y a l'attention. Donc c'est important de guider le regard et de simplifier les écrans. Ça permet à l'utilisateur vraiment de faciliter l'orientation de l'attention et puis du coup son action. Et puis l'idée, c'est vraiment de séquencer les informations. Alors, loin de moi l'idée de dire que l'utilisateur est bête, mais simplement en tant que concepteur, souvent on oublie le contexte.
Le contexte, c'est, comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est les transports en commun bondés. Ça va être voilà, l'écran d'ordinateur, mais avec plusieurs applications ouvertes, les collègues qui passent pour poser une question, etc. etc. Donc plus on est simple et on permet à l'utilisateur de focaliser son attention de manière correcte, et mieux on sera compris. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a compris tout ça et qu'on a réussi à capter l'attention de nos utilisateurs, on peut les faire s'engager sur des tâches qui demandent de l'implication. Donc, ma dernière partie sera consacrée à accompagner vos utilisateurs et les faire s'engager, puisque finalement, c'est pour ça que vous créez un service, c'est pour qu'ils puissent réaliser la tâche qu'ils sont venus faire chez vous. Donc là, moi, j'aime bien les travaux de Fogg sur ces thématiques. Il y a trois choses, trois axes à maîtriser. En fait, il y a la motivation. Donc, elle peut être faible, plus ou moins faible ou plus ou moins forte. Il y a les habilités, donc les compétences, plus ou moins fortes, pareil. Et il y a un déclencheur. Donc, je vous donne un exemple. Vous savez faire la vaisselle, vous êtes très fort, mais par contre, vous n'êtes pas très motivé. Voilà. Ça peut arriver. Et puis là, en fait, vous avez votre compagnon ou votre compagne qui vient vous voir et qui vous dit « Est-ce que tu pourrais faire la vaisselle, s'il te plaît? J'ai vraiment pas le temps, ce serait vraiment adorable. » Et là, donc, vous avez un déclencheur et vous dites « Bon, ok, c'est vrai que je ne suis pas très motivée, mais vu qu'il m'a demandé gentiment, je vais le faire. » Voilà. Donc, ici, c'est toujours une question d'équilibre. Si vous êtes très motivé, mais que vous n'avez pas les compétences, vous pouvez apprendre. En fait, il suffit souvent d'un déclencheur. Je prends un exemple. Vous avez envie de passer votre permis bateau. Ok, très bien, mais ça prend du temps, ça demande un investissement, etc. Et puis, vous n'avez jamais fait ça. Hein. Vous avez des habilités qui sont faibles. Et puis là, votre meilleur ami vient vous voir et vous dit « Ah, j'ai vu un bateau, j'ai un copain qui vend un bateau, et c'est vraiment pas cher et tout, on peut avoir confiance, ce serait bien qu'on l'achète ensemble. » Là, vous avez un déclencheur et peut-être que vous allez vous dire « Bon, c'est le moment de passer mon permis bateau finalement, de mettre l'énergie qu'il faut. » Je vais vous illustrer en fait son concept des 8 étapes pour un design persuasif. Déjà, il commence par nous dire qu'il faut revoir toujours ses ambitions à la baisse. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de sauver le monde, on a toujours envie de faire un truc énorme, génial, mais que finalement, en fait, pour que ça marche, dans un premier temps, il faut revoir ses ambitions à la baisse. Je trouve que c'est intéressant comme concept. Donc, en fait, ce soir, pour vous donner un exemple, plutôt que se dire qu'on va arrêter le réchauffement climatique, on va se donner comme objectif de convaincre les jeunes parents d'utiliser des couches lavables plutôt que des couches jetables. Donc là, c'est une photo qui illustre en fait la consommation des couches jetables pour un enfant. Donc ce sont les sacs poubelles noirs et la consommation de couches lavables pour le même enfant. Donc, c'est une ambition beaucoup plus faible, mais finalement, on commence à se dire qu'elle est réaliste. Alors, quelles sont les 8 étapes? On va y aller étape par étape. Alors déjà, première étape, il faut choisir un comportement qui est simple à cibler. Et puis pour ça, en fait, il explique qu'on peut déjà commencer par un comportement intermédiaire. Donc plutôt qu'essayer de convaincre les jeunes parents d'utiliser des couches lavables tout de suite, on peut leur proposer d'utiliser des lingettes lavables dans un premier temps. C'est moins engageant, ça demande moins d'habileté, on va pouvoir leur proposer ça, et puis c'est une première étape pour aller vers un comportement qui va être plus engageant. Ensuite, on va identifier une audience qui va être réceptive. Si vous ne croyez pas au réchauffement climatique et que vous n'en avez rien à faire et que de toute façon, vous trouvez que les couches jetables, c'est fantastique, peut-être que ça va être un peu compliqué, il va falloir vraiment que vous soyez persuasif. On va peut-être plutôt s'adresser à des gens qui sont sensibles à ces questions-là.
Ensuite, on va trouver, dans une troisième étape, on va trouver ce qui empêche le comportement cible. Donc là, je vous ai fait un tableau, je ne sais pas si vous voyez au fond, des trois composantes de la motivation, si elle est absente ou présente. Donc, par exemple, une motivation qui va être absente, c'est les parents ne sont pas convaincus par l'argument écologique. Ils pensent que les couches lavables utilisent beaucoup trop d'eau. Motivation présente, c'est ces parents sont convaincus qu'utiliser des couches lavables est une bonne chose pour l'environnement et pour leur portefeuille. En termes d'habilité, soit ils n'ont pas les connaissances et ils se disent « oh là là, c'est compliqué », ou soit ils se disent on a toutes les connaissances, bon, ça a l'air faisable, pourquoi pas. On a déjà essayé sur le petit-neveu. Et puis les déclencheurs, ils n'ont pas l'occasion d'en acheter, c'est compliqué parce qu'il faut aller dans un magasin pour Babacool et qu'ils n'y vont jamais et que de toute façon, voilà, c'est dans le centre-ville et qu'eux, ils n'y vont jamais. Ou alors, ils sont régulièrement sollicités pour faire un essai. La voisine qui leur dit tiens, je vais t'en prêter, puis tu pourras essayer et tout ça. Donc voilà. Donc on regarde un peu ces différentes composantes et puis qu'est-ce qui empêche en fait le comportement. Ensuite, quatrième étape, on va choisir un canal de communication habituel pour notre cible évidemment. Donc on va peut-être pouvoir faire des tutoriels YouTube par exemple, si on se rend compte que les jeunes parents utilisent régulièrement YouTube pour regarder des tutoriels sur comment on change une couche, etc. etc. Ensuite, il nous dit, cinquième étape, trouver des exemples pertinents de technologies persuasives. Donc en fait, il y a trois axes. Là, on va prendre trois exemples de changements vers des comportements plus respectueux de l'environnement, par exemple. Donc ça va être comment utiliser moins d'eau ou faire des économies ou utiliser des produits qui vont être plus respectueux de l'environnement, par exemple. Trois exemples, donc en fait, ces trois exemples vers des comportements qui sont similaires aux objectifs qu'on se fixe. Trois exemples avec la même cible, donc trois exemples avec des jeunes parents, et puis trois exemples du même canal utilisé, donc trois exemples de développement produit grâce à des tutoriels. Et ça, au-delà de ça, c'est vrai que prendre des exemples de ce qui fonctionne, d'interfaces qui fonctionnent, d'interfaces qu'on trouve agréables à utiliser, et tout ça, c'est des choses, c'est des bons guides généralement pour concevoir. Ensuite, en sixième étape, on va imiter des réussites. Donc, je vous donne quelques exemples en fait de ce qui peut se faire par ailleurs. Bon, là, c'est pas forcément adapté totalement à mon exemple de couche lavable, mais c'est des idées de choses qui peuvent se faire. Donc, par exemple, on va simplifier l'information. Donc là, on va aider à choisir les utilisateurs. Donc là, je vous ai donné un exemple du site Quelle énergie. Donc là, c'est un site qui permet en fait pour ceux qui veulent réduire leur consommation d'énergie dans une maison, savoir quels travaux ils peuvent faire, combien ils doivent investir et combien ça va leur rapporter en fonction de la taille de leur maison. Et donc, en fait, on a tout un formulaire. Et quand on valide, il nous dit vous pouvez faire tel type de travaux, ça va vous coûter à peu près tant et vous allez économiser tant d'énergie. Donc ça, voilà, ça simplifie la vie parce que si on n'y connaît rien, on a besoin en fait de conseils pour vraiment commencer à s'engager dans le processus. Vous avez l'effet tunnel aussi, vous donnez des manières, en fait des habitudes à vos utilisateurs. Donc là, c'est une application qui s'appelle 90 jours, qui permet de guider les utilisateurs dans leur processus de changement par rapport à l'économie d'énergie. Par exemple, il nous donne un petit défi. Bon, au début, les défis sont assez light. Je distribue des autocollants stop pub dans les boîtes aux lettres de mes voisins. Et puis à la fin, en fait, c'est des défis qui vont aller beaucoup plus loin. Ensuite, vous avez l'autosurveillance, donc typiquement, c'est les applications de running où voilà, vous allez en fait vouloir dépasser votre propre performance, faire un footing où vous allez aller plus loin que d'habitude, aller plus vite, etc.
Donc là, ça va calculer, ça va vous montrer en fait des stats de votre performance sportive, par exemple. Ou alors, vous avez le rappel des objectifs. Donc ça, les applications pour arrêter de fumer, c'est typique de ça. Là, on voit bien, en fait, il nous dit, en fait, t'es le deuxième jour, tu as fait 19,6% d'une semaine sans fumer. Donc, c'est bien, mon gars, continue. On a arrêté de fumer, on est non-fumeur depuis 1 jour et 9 minutes, je crois. Voilà, donc on peut s'acheter la moitié d'un billet de cinéma avec les économies réalisées, etc., etc. Donc là, on focalise vraiment sur l'objectif et puis en faisant des rappels sous différentes formes. Finalement, vous voyez, ces interfaces, c'est que ça, c'est rappeler l'objectif principal et motiver l'utilisateur. Et pour finir donc sur l'observation de ce qui se fait par ailleurs, c'est le rôle social pour motiver aussi. Donc là, c'est encore une application pour arrêter de fumer. Et donc, en fait, vous avez les gens qui vont s'entraider. Ah, moi, j'ai arrêté de fumer depuis 1 semaine. Ah, c'est super, vas-y, continue, etc., etc. Et puis, 7e étape, donc ça, évidemment, c'est essentiel, tester et puis itérer ce qui fonctionne, voir comment ce que vous proposez à vos utilisateurs, ça fonctionne par rapport à vos utilisateurs propres. Et puis, étendre le succès, donc ce qui fonctionne, vraiment le diffuser plus largement dans votre service ou proposer des fonctionnalités en plus. Donc voilà, c'était la 4e proposition que je voulais vous faire ce soir, c'est qu'une expérience bien conçue, en fait, elle va changer l'utilisateur. Vous allez vraiment pouvoir accompagner votre utilisateur pour faire des super trucs, pour être plus performant en running, pour arrêter de fumer, pour sauver la planète, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment bien utiliser les bons systèmes qui fonctionnent en fonction de votre cible et de l'objectif que vous êtes proposé d'apporter à vos utilisateurs. Donc pour ça, pour changer la vie de l'utilisateur, on s'intéresse aux habiletés, à la motivation et aux déclencheurs des comportements. Donc ça, c'est 3 choses à observer. On débute par une faible ambition, on l'a dit, et puis on s'appuie sur les 8 étapes du design persuasif. On observe aussi ce qui fonctionne par ailleurs, c'est toujours intéressant. Et puis aussi, on teste et on itère. Donc, je reprends pour vous faire un petit résumé de la 3e idée que je vous ai proposée. À l'origine de toute prise d'information dans le monde, on a l'attention. Donc, pour ça, il faut guider le regard, simplifier les écrans, permettre de faciliter l'orientation de l'attention des utilisateurs et de l'action, et puis séquencer les informations. Juste avant, on s'est dit, en fait, à la base de toute interaction avec un système, il y a la boucle sensorimotrice enrichie des modèles mentaux. Donc ça, c'est 2 choses. Dites-vous toujours comment mon utilisateur perçoit mon service, quelle action il peut faire et quelle perception en retour il va avoir, et puis quels sont ses modèles mentaux. Et puis, sans oublier que même si on conçoit l'expérience utilisateur, elle est toujours... en fait, l'utilisateur, il interprète toujours le monde selon une grille de lecture qui est singulière, qui lui est propre. Donc, pour conclure, moi, j'aime bien dire que l'expérience utilisateur, ce n'est pas une science exacte, c'est une alchimie. Il faut justement trouver le bon dosage entre tout ça. Et puis, c'est essentiel de bien connaître ses utilisateurs. Donc, grâce notamment aux tests utilisateurs, c'est vraiment essentiel pour justement essayer de décrypter ce qui se passe dans le cerveau de vos utilisateurs. Et puis, à la psychologie numérique, là, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre les mécanismes qui guident vos utilisateurs. Et puis, bien guider l'attention et le regard. L'attention, c'est à la base de toute perception du monde. Et puis, comme ça, vous pourrez changer le monde de vos utilisateurs.
Donc, je vous remercie. Un petit mot pour vous dire, voilà, pour vous présenter le livre que j'ai écrit et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, 33 bonnes pratiques en UX design, les fondamentaux de la psychologie numérique. Si vous souhaitez avoir un exemplaire ce soir, j'en ai ramené quelques-uns, donc pour ceux que ça intéresse. Je peux aussi vous faire une dédicace. Vous venez me voir, je vous ferai ça. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc cette année, je me suis donné comme objectif de faire une vidéo par semaine. C'est un objectif ambitieux, mais j'espère le tenir. Et puis aussi, on peut rentrer en contact sur LinkedIn et puis échanger là tout de suite déjà si vous avez des questions et puis de manière informelle par la suite. Merci.